Allez les graphes, on va pas tourner autour du pot cette semaine puisqu'on a appris strictement rien de nouveau sur la Fed, taux inchangés, mais évidemment, on est préparé à baisser les taux. On est passé à peu près, je pense, vers octobre-novembre à une anticipation d'une baisse des taux à partir de mars et quasiment 2% de baisse des taux avec 6 ou 7 baisses des taux à finalement 3 baisses des taux. Mais peu importe, ça suffit au marché. Ça suffit amplement au marché de juste se dire l'économie tient bien et en plus on va me baisser les taux. Que demande le peuple? Je suis en mode 2019, mais j'ai toujours du quantitative tightening, mais j'ai les gouvernements qui continuent pour l'instant de raser gratuit avant les élections. Mais ça aussi, à un moment donné, ça va se couper. Donc en gros, on en est clairement là actuellement. C'est ce qu'on s'était dit déjà la semaine dernière, c'est-à-dire que le marché voit bien que l'inflation tient, mais globalement, ça ne fait que repousser, si vous voulez, la première baisse des taux. Et on reste dans une volonté de se dire que l'inflation ne fait qu'un rebond technique par rapport à sa tendance baissière, à sa désinflation, et que ça ne change pas la tendance de fond qui reste à la désinflation. Donc en gros, ça va se jouer là. Pour moi, je mettrai la question de l'inflation un petit peu de côté, parce que le marché démontre bien, si vous voulez, qu'on est prêt à accepter un petit peu une inflation qui est collante, sans pour autant que ça change le schmilblick au niveau de nos banques centrales, qui devront, dans plusieurs mois, prendre le relais des gouvernements qui vont se serrer un petit peu plus la ceinture. Et prendre le relais des gouvernements, c'est là où c'est intéressant, si vous voulez, parce que ça fait combien d'années que Delamarche, Toiti et compagnie nous expliquent que le marché boursier ne monte que grâce à la planche à billets des banques centrales, au quantitative easing. Et ce que l'on a actuellement, si vous voulez, c'est simplement les gouvernements qui ont pris le relais. Et à partir de ce moment-là aussi, on se retrouve avec les mêmes problématiques qui sont des problématiques de flux. Or, ce qui se passe avec la concentration des marchés, c'est qu'on a de moins en moins besoin finalement de flux entrants pour continuer de faire monter la sauce. Et en fait, ce qui est très intéressant, justement, c'est que on a sorti les flux d'un paquet de secteurs pour accumuler les mêmes. Et si vous voulez, vous n'avez pas nécessairement eu besoin de beaucoup plus d'argent pour faire monter le marché bien au-delà. Donc, c'est-à-dire, c'est comme quand vous êtes sur une petite cape, globalement, qui est illiquide. Vous verrez qu'avec 10 000 euros, vous pouvez faire monter la capitalisation de 1 million d'euros. J'exagère un petit peu, mais c'est l'idée. Et on est typiquement dans ça dans les marchés. Ne pas omettre également qu'on est dans des stratégies qui sont pure ETF, etc. Évidemment, les Atos, Téléperformance et compagnie, ça n'aide pas à pousser, on va dire, l'investisseur lambda vers de l'investissement actif et choisir ses propres valeurs. Forcément, en règle générale, on ne vous explique pas que c'est quand même ce qu'il y a de mieux, mais à condition de diversifier et de gérer globalement sa gestion du risque. C'est ça qui est vraiment le plus important. Et donc, on est dans les stratégies ETF qui continuent, ETF qui continuent évidemment d'empiler les mêmes titres. Donc, tout le monde, en gros, a les mêmes titres. Et évidemment, à un moment donné, la porte de sortie de ce courant n'est pas agrandie, donc c'est ça qui coincera. Mais à ce stade-là, si vous voulez, il n'y a pas de panique. Donc ce qu'il faut regarder, en fait, c'est l'économie. Parce que c'est ce dont on avait parlé la semaine dernière. Vous le voyez au niveau des taux américains, donc ça c'est les obligations, c'est-à-dire que si le prix des obligations monte, ça veut dire que les taux baissent, et inversement. On est dans cette congestion. Et cette congestion, c'est parfait pour le marché. Parce que mon économie tient, et en plus on me promet qu'on va baisser les taux. Donc en fait, je revalorise à la toque. Qu'est-ce qui peut venir gâcher ça? Ce qui peut venir gâcher ça, évidemment, c'est si mon inflation tient, on va me dire que oui, mon économie tient aussi, mais du coup, ça repousse ad vitam aeternam, si vous voulez, la baisse des taux. Mais ce qui va donc m'intéresser, c'est si l'inflation fait plus que du rebond et on commence à se dire que en fait, on est en train de relancer l'inflation de second tour, il va y avoir une cassure par le bas. Et là, on relancera le fait qu'on ne va pas baisser les taux tout de suite, etc. Et donc, il va falloir revaloriser. Mais moi, je pense que c'est plutôt le scénario contraire qui va se passer. Le scénario contraire, c'est-à-dire les taux vont continuer de baisser et on va casser ici par le haut. Mais au contraire, on va casser ici par le haut parce qu'on va commencer à douter que l'économie reste résiliente ou suffisamment résiliente. On ne parle pas évidemment de récession encore, mais c'est ça l'idée. Mais en gros,
Pour moi, c'est ça qui va être le plus intéressant, dans les prochains mois, c'est de savoir, voilà, petit à petit, comment on va dégrader, l'économie et est-ce qu'on va dire, «Oui, on valide bien», si vous voulez, qu'on est dans un bas de cycle et qu'éventuellement on est en train, en fait, de remonter la pente, mais je parle industrie, hein, donc au-delà des valeurs de croissance, je parle bas de cycle sur le manufacturing, donc sur l'industrie et cetera et le fait donc où on rejoue un petit peu des valeurs cycliques et on se mettrait à rejouer les valeurs cycliques et cetera en se disant, «L'argent globalement va rester, plus cher que ce qu'on a connu dans le Covid». Je prends le recul, au-delà de ce qu'on est en train de discuter là et qui peut en effet, bouger sur ces prochaines semaines et d'ailleurs que l'on bouge par le haut ou par le bas, ça va faire bouger les marchés parce que tant que vous êtes dans la congestion, c'est idéal pour le marché. À partir du moment où on va retrouver de la volatilité sur les taux, c'est là où on va avoir des revalorisations. Finalement, qu'on casse à la hausse ou à la baisse, c'est pas tant important que ça, dans le sens, enfin, c'est important dans le choix des secteurs qui vont sortir des capitaux et ceux qui vont en rentrer. Mais pour la bourse, pour le marché, si vous voulez, et pour la volatilité, c'est ça qui va faire bouger les choses. Alors que pour l'instant, on a l'impression que voilà, on est toujours haussier, ça marche un petit peu en crabe sur certains indices, bien entendu, mais on est toujours haussier. Pour autant, si vous prenez un minimum de recul et que je passe, allez, on va passer ici en 2 semaines, peu importe, c'est pas grave. Ce qu'il faut bien vous dire, c'est que même si on casse par le haut, si vous prenez suffisamment de recul, qu'est-ce que le graphique nous indique? Le graphique, il nous indique qu'on ne revient pas dans des taux bas, voire négatifs, en mode Covid et on rase gratuit, tant que vous ne repassez pas l'obligataire au-dessus des 101 et surtout au-dessus des 107. Ça veut dire que vous pouvez très bien avoir un mouvement de baisse des taux pour les prochains mois, où tout le monde applaudit, etc., qui ne remet absolument pas en cause le fait qu'on restera dans un monde où certes les taux vont baisser, mais ils ne rebaisseront pas au niveau que l'on a connu ces dernières années. De la même façon, si vous voulez, l'immobilier peut voir un ouf de soulagement avec la baisse des taux, mais l'erreur, ça serait de penser qu'on revient dans un marché qu'on a connu sur les précédentes années, avec des taux négatifs, des taux à zéro, etc. Alors ce qui compense, si vous voulez, c'est la hausse du pouvoir d'achat, avec la hausse des salaires. Mais ça aussi, petit à petit, ça va s'estomper. Donc on en est là aujourd'hui. Et c'est ça pour moi qui est le plus important, parce qu'on commente les choses à court terme, etc. Et en gros, dès qu'il va y avoir un mouvement un petit peu sur l'obligataire, vous allez voir, ça va énormément s'agiter. Mais si on prend le recul à moyen terme, on voit globalement qu'il faudra se méfier, si vous voulez, d'une baisse des taux. Alors pour les court-termistes, etc., on jouera bien entendu, mais il faudra se méfier de conclure hâtivement, trop hâtivement à mon goût, je pense, que ça y est, on est reparti en mode les taux du Covid, etc., l'immobilier va repartir plein pot, etc. Moi, je verrais ça comme, si vous voulez, une sous-vague, mais qui ne remet pas en cause la vague de fond, qui reste une vague finalement où les taux sont en train petit à petit de remonter, sont sur une tendance haussière. Certes, ils peuvent baisser donc sur les quelques semaines à prochains mois, mais ils ne rebaisseront pas au niveau qu'on les a connus au plus bas. Et ça, pour moi, ça va être hyper important parce que le jour où le marché réalise ça, ça sera le jour où on se met à rejouer des valeurs, une rotation, valeur value, cyclique et compagnie, où on se remet à jouer de l'actif tangible sur les boîtes et on revalorise les valeurs de croissance. Donc ça, voilà, c'est ça que je regarderai parce que pour moi, ça va être très intéressant là de voir si on a bel et bien un rebond de l'industrie parce que ça voudrait dire qu'on valide un bas de cycle là-dessus et en même temps, si vous voulez, si vous avez une baisse des taux, mais que cette baisse des taux n'est pas dans la capacité de renouer, si vous voulez, et de recasser ici les obliques par le haut et donc de renouer avec des taux qui sont très très bas et qu'on a connus sur le Covid, je pars du principe, voilà, que vous pouvez avoir du rebond technique sur l'immobilier, mais pas de relance sur de la tendance haussière de fond. C'est ça pour moi qui est très important de souligner, parce qu'on va avoir des mouvements ces prochains mois, et je pense qu'il faudra bien faire le distinguo entre ce que ça veut dire à court terme et ce que ça veut dire à moyen long terme. Et je pense qu'il faudra éviter de voir dans les mouvements de court terme une contagion directement sur le moyen long terme. Voilà, ça évidemment, ça prendra certainement plusieurs mois avant qu'on puisse le commenter et dire en effet c'est en train de se valider ou c'est pas en train de se valider.
Mais c'est bien l'idée, si vous voulez, que je veux vous transmettre, parce que on le sait très bien, dès qu'il va y avoir un moins 2% sur les marchés et que les taux vont se mettre un petit peu à baisser éventuellement, ou au contraire à se renchérir parce que, oh mon Dieu, l'inflation, il va y avoir énormément d'articles, énormément de panique, etc. Et c'est important de dézoomer. Ça sera très très important de dézoomer à ce moment-là. Euh, de la même manière que ces dernières semaines, on s'était dit c'est important de dézoomer sur le cuivre et donc sur tout ce qu'on peut nous dire sur la Chine et compagnie. Et le cuivre, vous le voyez, a fait son break, est en train de faire son pullback. Donc là, il faut tenir, valider l'ancienne zone de résistance en support et relancer derrière. Et pour moi, ça validera, si vous voulez, qu'on est vraiment dans un bas de cycle au niveau de l'industrie, bas de cycle au niveau des émergents. Et ce qui va vraiment importer également, eh ben, c'est l'euro-dollar. Et ce que l'on voit là, à court terme sur l'euro-dollar, c'est pas très positif pour les marchés. C'est en tout cas, on va dire, c'est plus enclin pour une correction des marchés, ou en tout cas une reprise de souffle, etc. Alors, c'est pas une cassure de ce niveau-là encore par le bas, des 1,06. Ça serait vraiment un signal contraire par rapport à tout ce qu'on a construit de renchérissement du dollar, mais ça voudrait dire une chose également, c'est que plutôt que le bas de cycle, le marché est en train de jouer le ralentissement économique et un peu plus de pourcentage sur le hard landing. N'oubliez jamais que le marché peut faire volte-face dans son narratif assez rapidement également. Et là où plus personne ne parle du hard landing et de la récession, il suffira pour moi que le dollar passe en dessous des 1,06 pour que ça redevienne un sujet. Même si on met des mois à avoir les stats qui permettent de le valider ou pas, il suffira de casser les 1,06, vous voyez, pour mettre par terre un petit peu tout ça. Donc à ce stade-là, moi je reste dans ma figure. Ok, donc si je nettoie un petit peu mon graphique, je reste dans la figure dans le triangle, donc les 1,06, 1,05 et cette zone des 1,12. Tant qu'on n'a pas la cassure des 1,12, on n'a pas le vrai signal de long terme, en mode je fais ma rotation de zone géographique, mais également de secteur. Et donc on est au milieu du gué. Pour autant, à très court terme, on a un renchérissement du dollar quand même. Donc ça, c'est un petit bémol, on va dire, sur les marchés, sur les prochaines séances. Ça sera à observer. Mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le marché a besoin de reprendre son souffle et que le renchérissement du dollar, si on continue, peut aider à cette reprise de souffle-là. Et ça ne remettrait pas en cause les tendances haussières, mais on sent bien qu'à un moment donné, il faut reprendre un petit peu le souffle. Donc voilà un petit peu où on en est. Évidemment, le pétrole est très lié à cela. On a fait la cassure la semaine dernière, on est en train de consolider doucement. Là aussi, comme sur le cuivre, si on veut vraiment y voir une relance des matières premières et donc une relance un petit peu du bas de cycle économique, et au-delà de ça, ça voudrait dire également, oh mon Dieu, l'inflation. Et donc ça voudrait dire, oh mon Dieu, handicap sur mon pouvoir d'achat de mon consommateur in fine. Et donc, oh mon Dieu, je finis par reparler de la récession. Mais ça, voilà, plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais si on regarde juste le pétrole, pour moi, on est dans une cassure ici, dans la consolidation, et il faudra relancer. Il faudra vraiment, je pense, un débordement des 100 dollars avant qu'on soit en mode, oh mon Dieu, le pétrole repousse l'inflation, et oh mon Dieu, l'inflation repousse la baisse du pouvoir d'achat des acheteurs, et donc un impact sur l'économie, et on va tous mourir dans la récession. Donc c'est cette zone des 100 dollars, à mon avis, qui jouera un rôle de carrefour. Pour l'instant, vous voyez, on en est encore loin, mais on est dans une dynamique, clairement, de relance de la hausse sur le pétrole, jusqu'à preuve du contraire. Si on regarde maintenant ce qui se passe sur le CAC 40, on est haussier point barre. Alors on commence un petit peu, on voit, à tiquer sur des zones de résistance, très bien, mais à ce stade-là, on reste plutôt propre, et je dirais que je mettrai le support aux alentours des 8050, l'ancien petit sommet ici. Tant qu'on va être au-dessus de cette zone des 8000 à 8050, toute baisse est une reprise de souffle qui est saine, et qui ne remet rien en cause, si vous voulez. Il faudra plusieurs chandeliers avant d'avoir une construction pour se dire on peut faire une correction un petit peu plus forte vers la zone des 7009, etc. Mais voilà, à ce stade-là, on va regarder chandelier par chandelier. Tout ce qu'on a pour l'instant, c'est du mouvement de crabe. Donc on fait du zigzag, on construit un petit peu la suite, mais on reste dans une dynamique haussière. Si je vais regarder ce qui se passe chez nos copains allemands, sur le DAX, on va retrouver à peu près la même idée, sauf que eux, ils sont toujours sur les plus hauts.
Il y a pas de blocage, donc nous, c'est le luxe qui nous casse un petit peu les pattes arrière. Le DAX, lui, continue sa hausse exponentielle. Là aussi, il y a rien de bien méchant, à un moment donné, on reprendra le souffle et cetera. Je pense qu'on arrive maintenant sur, la question que vous devez vous poser, c'est quel potentiel il reste? Quel est le risque que je suis en train de prendre à rester en position sur un certain nombre de titres pour aller gratter quel bénéfice? Donc c'est vraiment réfléchir pour l'instant, OK, quel est le risque que je prends si jamais il y a un revirement du marché pour aller gratter, 2-3 éventuellement? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? C'est les questions à se poser, un petit peu sur les portefeuilles et sur les titres actuellement. Mais sinon, on a une zone de support ici. Tant qu'on va pas casser ça par le bas, il y a pas de mise en place de la consolidation. C'est haussier, point barre. Et la reprise de souffle, pour l'instant, attend. Le Nasdaq, alors ça, c'est le Nasdaq Composite. On va aller voir le Nasdaq 100 qui est plus concentré. Donc là aussi, Powell a remis 5 balles dans le jukebox. Donc on est reparti pour un tour. On n'est même pas allé fermer ce gap-là. Je pensais vraiment qu'on irait refermer avant de repartir. Et on ne referme pas le gap pour l'instant aujourd'hui. Peut-être qu'on le refermera un petit peu plus tard ou lundi, peu importe. Ce n'est pas une obligation de toute manière. Mais à court terme, tant qu'on est au-dessus des 18 100, on a remis 5 balles dans le jukebox et donc si on veut, on peut. On voit que Nvidia éventuellement, peut aller chercher les 1 000 et peut motiver le reste du marché, à aller chercher les 18 700 qui est, la 18 700, 18 800 qui est la prochaine zone de résistance. On vise ça et on joue ça tant qu'on tient les 18 100. Si, à contrario, on lâche en dessous des 18 100, ben là, on aura notre premier signal, on va dire, de faiblesse et de congestion entre une zone comprise entre les 17 700 et les 18 100. Et là, évidemment, si on commence à casser par le bas, c'est là où on se dira, bah, ça y est, on commence à avoir la correction. Pas de retournement à la baisse du marché, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. On aura juste une correction du mouvement. Ce sera de la reprise de souffle tout à fait logique, mais on sait que les Américains, ils font jamais rien à moitié. Et donc ça peut aller plus ou moins vite. Et surtout, là, c'est le Nasdaq. Sur des plus petites capes, dès que le Nasdaq va peut-être un petit peu chanceler, ça peut être plus compliqué. Même si on a cette décorrélation où on voit qu'on revient bien sur les petites capes actuellement, ça peut avoir de la volatilité, clairement. Ça fait partie du jeu quand on est sur les US. Donc voilà, ça c'est mon point principal. Quand je vais aller voir l'or et l'argent, je me retrouve avec le boost qu'il y a eu sur... Alors j'ai perdu le fil, mais ce que je disais globalement sur l'or, ce que je trouve le plus intéressant, c'est évidemment, il y a la hausse, etc. Donc on joue la baisse des taux, etc., la dévaluation des monnaies, l'endettement, ce que vous voulez. Mais on construit quand même une figure de top. Donc c'est intéressant. Il ne faut pas encore vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, bien entendu. Mais si l'or, vous voyez, a déjà quasiment tout redonné, c'est quelque part que l'or nous dit: «Eh les mecs, vous êtes bien gentils, mais le coup de la baisse des taux, ça va arriver. Vous nous l'avez joué quand même pas mal de fois et on commence un petit peu à l'avoir valorisé». Donc c'est ça que je me dis, que l'or nous dit peut-être, que les taux peut-être nous diront un petit peu plus tard, que le marché nous dira peut-être un petit peu plus tard aussi. Il y a toujours une latence parce qu'à un moment donné, les flux sont plus forts et puis finalement le narratif finit par changer. Donc c'est ça, ce à quoi il faut éventuellement s'attendre et voir, c'est que au bout d'un moment, c'est bien beau, mais l'économie a été résiliente. Il y a un paquet d'entreprises, alors il faut faire un tri, il y a un paquet d'entreprises qui ont bien résisté, d'autres moins résisté. Le marché a fait le tri globalement. Ce que je trouve intéressant dans cette baisse des taux éventuelle, c'est que, ben, on regarde un petit peu plus aussi les valeurs qui sont endettées. Alors pas énormément endettées, mais celles qui sont peut-être un petit peu endettées et qui n'ont pas encore profité pour faire du rattrapage. Ça se regarde. Mais voilà, l'or, en tout cas, pour moi, on a le mouvement. Je pense qu'il faut être prudent sur les minières dans l'idée que ça reste quand même des effets de levier, donc c'est assez volatile. Et voilà, on a un mouvement qui est assez fort, mais pour moi, il va falloir encore un petit peu patienter et le retour que l'on a ici, il faudra voir si on arrive à relancer, mais peut-être qu'il est en train de nous dire un petit peu que le marché commence un petit peu à avoir, valorisé tous les catalyseurs et qu'il va falloir attendre un petit peu quelque chose de nouveau. Sur l'argent également, ben, on n'arrive pas à casser. Donc on n'arrive pas à passer à ce stade-là. Alors c'est peut-être pas, la bonne oblique, peut-être que celle qu'on regarde vraiment, c'est celle-ci plutôt. Voilà, elle a l'air beaucoup plus attirante. J'avais tracé ça, il y a longtemps sur un graphique, mensuel. Mais voilà, pour l'instant, on n'arrive pas à passer. On fait la conso. Il va falloir tenir, relancer et finir par breaker. Et au final, pour moi, c'est pas vraiment la baisse des taux qui va permettre à l'or et à l'argent de baisser. Ça serait le jour plutôt, je dirais,
Le moment où vraiment on a peut-être un cycle plus majeur, sur les minières, minières or, minières argent, c'est le jour non pas où la Fed baisse les taux, mais où elle arrête le quantitative tightening et on relance éventuellement du quantitative easing. Donc on relance, la planche à billets et je pense qu'on la Fed reprendra à ce moment-là le penchant des gouvernements. Parce qu'il faudra, soutenir justement le fait d'éponger un petit peu également toutes les dettes et le fait de ne pas faire laisser les taux monter, trop haut évidemment pour les intérêts sur les dettes et cetera. Bref, ça peut faire l'objet, d'autres vidéos et cetera. Nous n'y sommes pas encore, mais en gros, c'est ce qu'on regarde. En tout cas, on est bien dans des tendances haussières, on a les consos. Ce qui nous attend maintenant, c'est les congestions, essayer de breaker par le haut. C'est ça vraiment qui permettrait, je dirais, à l'or et à l'argent, surtout l'argent, de vraiment relancer. Et vous voyez, on valide bien Platinium, donc c'est un petit peu le dernier élève de la classe. En règle générale, vous avez vraiment une force dans une tendance, lorsque même le dernier élève de la classe a une tendance haussière. Et on avait eu une volonté de départ sur la semaine dernière, et vous voyez, on revient, on n'arrive même pas à se resservir de la résistance comme support, on la revalide comme résistance, et on revient un petit peu dans un ventre mou. Ça, pour moi, c'est quand même un symbole où on se dit que voilà, on joue une sous-vague globalement, mais le marché n'est pas encore disposé à jouer la vague complète. Donc c'est pour ça que sur les minières, et cetera, c'est intéressant, on joue les mouvements. À mon avis, ça va rester volatile et ça va demander encore de la construction. Donc c'est là où il faut encore un petit peu rester sur les réserves, en train de se dire que on n'a pas vraiment des grandes tendances qui sont poussées sur les minières. Donc c'est et quelque part, on a quand même souvent sur les commodités, les matières premières nous indiquent un petit peu ce que le marché pense, comme l'obligataire, avant les actions. Donc je regarderai plutôt ça et je ferai plus attention maintenant à une construction, conso-construction sur ces valeurs-là, qui nous permettrait ensuite de pouvoir se projeter à plus moyen long terme pour se dire, ok, est-ce que c'était juste un coup d'épée dans l'eau moyen terme, comme on avait eu déjà en octobre-novembre de l'année dernière, de 2023, ou est-ce que, voilà, vous avez le platine qui était remonté ici, ou est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne? Et pour moi, il y a un besoin de construction avant de pouvoir valider cela. Et juste pour terminer, je vais regarder le blé. Alors, il y a d'autres matières premières agricoles à regarder, mais je regarde le blé et on valide bien la désinflation à ce stade-là. Mais ce qui va surtout m'intéresser sur le blé, c'est si on commence à avoir du rebond technique qui se met à construire et qui nous remet à travailler dans cette zone-là. Et pour celles et ceux qui s'en souviennent, j'ai le même argument que sur notre petit copain des taux, c'est-à-dire, regardez bien, on a eu l'inflation exponentielle, on a la désinflation, et cette désinflation nous amène où? Sur le niveau de résistance des années 2015 à 2020. Mais en aucun cas, pour l'instant, on ne revient sur les mêmes niveaux de prix. C'est un petit peu l'idée que j'ai sur les taux aussi et sur l'ensemble des matières premières, c'est de se dire, oui, on aura désinflaté globalement l'essentiel de ce qui s'est passé au Covid, mais on reste sur le cran de prix au-dessus de ce qu'on a connu les 5 années avant le Covid globalement. Et ça, pour moi, c'est important de bien faire la différence au niveau des taux de la même manière. C'est oui, les taux vont rester bas, les taux vont rebaisser, mais on va rester un cran au-dessus de ce qu'on avait connu sur les années 2016-2020 globalement, 2021. Et ça peut vous paraître pas beaucoup, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et ça, c'est pour moi ce qui fera la différence. Mais après, voilà, c'est pour la vision, on va dire, plus macro, plus moyen long terme. On aura l'occasion d'en rediscuter. Ça sert à rien pour l'instant de se prendre le chou là-dessus, surtout que potentiellement, on peut y revenir hein, et se dire que bah, finalement, on revient au niveau de prix. Mais voilà, c'est mon argument pour se dire que pour l'instant, on joue des sous-vagues sur un paquet de trucs et même les mecs qui reviennent sur l'immobilier, pour moi, ça se joue en sous-vague, en mode rebond technique, mais pas relance de la tendance de fond, parce qu'on se rendra compte certainement que les taux baissent, mais vont pas rebaisser au niveau qu'on connaissait avant. Alors comme on a un petit peu plus de pouvoir d'achat, ça peut permettre un petit peu de redynamiser le marché à nouveau, mais je pense pas qu'on pourra parler de relance de la tendance haussière de fond. On sera plus en fait dans la construction. Hein. N'oubliez jamais que l'immobilier, même si c'est quelque chose d'un petit peu plus lent que la bourse, on est sur la loi de l'offre et de la demande, sur la psychologie des foules, et on a les mêmes constructions graphiques qui vont se mettre en place.
Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à la seconde vidéo, pour analyser une cinquantaine d'actions, ensemble. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est, assez clair? Est-ce que, ça vous plaît, globalement? Ça vous aide? C'est le but et on passe à la seconde vidéo. Bon week-end à vous. N'oubliez pas les likes, les commentaires et je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Salut les graphes.